C'est l'histoire de deux mondes qui s'affrontent. Le premier, celui de Donald Trump, qui devrait prendre fin en janvier, très agressif contre l'hégémonie iranienne et les frères musulmans. Favorable à une paix régionale au Proche-Orient, unis tous contre le régime des Mollahs et ses proxys. Le second est favorable à des négociations avec Téhéran. Les anciens cadres de l'ère Obama, qui avaient négocié l'accord très controversé en 2015, devraient avoir des fonctions dans l'administration Biden. Israël est donc de nouveau devant un dilemme, faire cavalier seul contre l'Iran ou prendre une part active dans ces futures négociations. Mais on commence avec ces F-35, ces fameux avions furtifs de 5e génération. On le sait désormais, ils vont être vendus aux Émirats Arabes Unis. Nous avons voulu tester le seul simulateur au monde qui existe. Il est à Tel Aviv, dans le Squadron. D'habitude, généralement habitués au F-16, là, ils ont décidé de passer dans l'ère du tout technologique. Regardez. C'est sans doute le rêve de tous les enfants. Être aux commandes d'un des avions de chasse les plus perfectionnés au monde, le F-35. Bonjour Mathias, comment ça va? Ravi de vous revoir au Squadron à Tel Aviv. C'est un grand jour, une grande expérience. Le F-35, le Hadir. Allons voler. Le seul simulateur d'avion furtif au monde. C'est l'ancien chef d'escadron, Kobi Regev, qui a fondé The Squadron. Jusque-là, dédié aux avions de combat F-16, mais avec le F-35, on change de cap. Vous êtes le seul à en avoir un. Oui, c'est unique. Parce qu'avec ce simulateur, nous pouvons aussi opérer une mission. Vous ne faites pas que voler avec un F-35. L'entrée du F-35 dans nos simulateurs du Squadron, alors que nous ne disposions jusqu'alors que du F-16, nous aide à projeter plus de technologie et à être à la pointe des simulateurs dans le monde. Et à l'intérieur du cockpit, voilà ce que voit le pilote. Cela ressemble, à s'y méprendre, à un écran tactile d'ordinateur. C'est l'idée principale de l'escadron. Vous pouvez opérer l'appareil avec 3 systèmes. Par commande vocale, vous parlez et l'appareil fait ce que vous lui avez ordonné de faire. Utilisez aussi les joysticks qui disposent de nombreuses possibilités. La troisième option, c'est en effet comme un smartphone, vous pouvez toucher l'écran. Comme vous le savez, Israël est très avancé dans la guerre électronique. Nous l'utilisons très fréquemment sur le théâtre d'opération. Tout est projeté devant les yeux du pilote. Nous avons alors voulu tester les dispositifs des rampes de lancement de missiles du F-35. Là aussi, on est en pleine révolution technologique. Ok, bloque ta cible, Mathias. Presse le bouton rouge. Laissez-moi vérifier que la bombe est en chemin. Équilibrez l'appareil. Il faut attendre que la bombe touche sa cible. Et nous avons un alpha. Cela signifie que nous avons parfaitement atteint notre cible. Bon travail, Mathias. Fier de vous. Disposer du F-35, c'est pour l'armée de l'air israélienne un moyen de confirmer sa supériorité aérienne sur ses voisins. Alors doit-on s'inquiéter de voir les Émirats et sans doute d'autres nouveaux amis en disposer? Le F-35 est plus qu'une plateforme militaire. Les pays qui en disposent ont un avantage stratégique. Cela contribue à accentuer le pouvoir de dissuasion. Cela rend le pays plus fort. Nous n'avons aucun problème à ce que les Émirats en aient. Ce sont des amis. Je ne vois en eux aucune menace dans ce futur ni dans le présent. Nous craignons que ces appareils arrivent dans d'autres mains dans la région. Selon le dicton en hébreu, les possibilités sont infinies dans le ciel israélien et proche-oriental aussi. De nombreux retournements de situation peuvent intervenir d'ici là. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas le mal de l'air. On prend la direction à présent de Tel Aviv avec vous, Océane Nicole. Bonsoir. On va parler avec vous de cette nomination, visiblement, du président élu Joe Biden. Une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres, mais une bonne nouvelle surtout pour le monde arabe. Tout à fait, Mathias. On va commencer par l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a félicité Joe Biden et l'appelle à renforcer les relations américano-palestiniennes. Et son parti, le Fatah, assure que la victoire du démocrate va ouvrir l'horizon d'un nouveau processus de paix qui sera basé sur une solution à 2 États. Même son de cloche, Mathias, pour le Hamas qui souhaite que la nouvelle administration américaine fasse une correction
historique et se retirent notamment du deal du siècle et reviennent également en arrière sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le djihad islamique est lui beaucoup plus pessimiste après la victoire de Joe Biden et ne s'attend à aucun changement. Comme ça, c'est clair. Communiqué également des frères musulmans qui félicitent là aussi Joe Biden et qui appellent la future administration américaine à reconsidérer la politique des États-Unis qui soutient selon eux les dictatures. Et pour Hassan Rouhani, le président iranien, eh bien, le prochain gouvernement américain de Joe Biden peut rattraper les erreurs du passé et peut être plus clément envers Téhéran. Et le guide suprême iranien Ali Khamenei a même tweeté pour l'occasion et il assure que cette élection américaine est un exemple de la laideur de la démocratie libérale des États-Unis. Face à cela, la défense israélienne se prépare. Tout à fait comme d'habitude, l'armée israélienne préfère rester sur le qui-vive et envisager tous les scénarios possibles en amont, que ce soit un regain de tension dans le sud du pays avec la bande de Gaza ou même dans le nord avec la Syrie et le Hezbollah. Le Hezbollah qui, on l'a vu, a d'ailleurs envoyé un drone en territoire israélien qui a été évidemment détruit par l'armée israélienne. Tsahal Mathias qui va aussi regarder de près ce qui va se passer en Iran puisque Joe Biden a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait négocier avec Téhéran, quitte à alléger les sanctions contre l'Iran. Quoi qu'il en soit, il pourrait y avoir des répercussions assez graves pour la région quand on sait que Téhéran soutient et militarise la Syrie et le Hezbollah qui sont aux portes d'Israël. Merci beaucoup, Océane. Nicole, et vous me donnez justement l'occasion de discuter avec le docteur Fadi Ismail, chercheur à l'Institut de contre-terrorisme et ancien conseiller de membre du Congrès américain. Mark Esper, le secrétaire d'État à la Défense, a été limogé. Est-ce que c'était le dernier élément qui manquait à Donald Trump pour être plus agressif contre l'Iran ? אני לא חושב שמרק אספר הוא היה המחסום של טראמפ. Je ne pense pas que Mark Esper bloquait Donald Trump qui pense, par principe, que les sanctions économiques et diplomatiques sont la meilleure tactique. Trump ne voulait pas partir en guerre contre l'Iran, bien qu'il ait subi de nombreuses pressions pour agir. Il avait 4 ans pour opérer militairement contre l'Iran, mais il ne l'a pas fait. C'est un choix personnel. Mark Esper allait justement dans le sens de Donald Trump. Il ne serait pas opposé à une opération militaire. Est-ce que l'appareil de la défense en Israël a raison de s'inquiéter d'un potentiel retour des Iraniens et des frères musulmans ? Il ne fait pas de doute que l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche peut changer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas que lui. Il vient avec une nouvelle administration. On ne parle pas d'un président, mais des centaines, voire des milliers de nominations politiques au cœur de l'administration fédérale. Avec le retour des démocrates, il est fort probable que certains États vont tester le président. C'est naturel. Cela se passe avec tous les nouveaux présidents. Je pense en effet que les Iraniens et d'autres acteurs vont tester le degré de réaction du président Biden dans tous les domaines. Toutes sortes d'actions cinétiques dans les airs, sur terre ou en mer. Cela peut être aussi des opérations de renseignement, des actions de propagande, des opérations financières. Les Iraniens vont tester Joe Biden. Mais pas seulement. Les Israéliens aussi vont tester le président élu. Les Chinois aussi, les Russes, les Européens voudront tout savoir, tout comprendre. Quel est le style Biden dans les premiers mois passés à la Maison-Blanche? Quelle est sa prise de décision? Mais je le répète, c'est normal. Mais docteur Ismail, est-ce que l'Iran, qui a été affaibli pendant 4 ans, peut encore avoir une vraie capacité de nuisance ? Il ne fait pas de doute que les Iraniens ont perdu de leur capacité de nuisance. Les pressions de l'administration Trump ont porté leurs fruits, malgré tout ce qu'on peut nous dire. Mais je n'avais jamais cru qu'il était judicieux de rabaisser son ennemi. C'est une erreur stratégique. C'est justement lorsque ces personnes se trouvent dos au mur qu'elles sont les plus dangereuses. En particulier lorsqu'il s'agit des Iraniens, qui ont déjà prouvé qu'ils étaient rusés. Bien sûr qu'ils sont encore bien équipés, et dois-je vous rappeler qu'il n'en faut pas beaucoup pour entraîner une crise. Sinon, il n'y aurait pas dans le monde des organisations terroristes, des guérillas urbaines. Mais il ne fait pas de doute que l'Iran a encore ses capacités pour frapper et causer un chaos. Je repose la question de manière différente. Est-ce que Donald Trump peut se servir des 2 mois qui lui restent pour tenter une opération militaire contre l'Iran ?
Je ne crois pas. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, mais cela me semble hors de propos en ce qui concerne son caractère, sa ligne de conduite. C'est contraire à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je pense en revanche qu'il va accélérer des contrats d'armement. Cela ne sert à rien de signer des décrets que Joe Biden pourrait immédiatement annuler. Non, je ne crois vraiment pas qu'il décide de frapper l'Iran maintenant. Tout est possible, mais ça ne me semble pas logique. Pas maintenant, en tout cas. Mais je peux me tromper. Tout est possible. Merci, Dr Fadi Ismail. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'ICT, l'Institut de Centre de contre-terrorisme. 20 ans après le retrait israélien du Liban Sud, le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi a décidé de remettre une décoration militaire à tous les soldats ayant combattu dans cette zone depuis 1982 jusqu'au retrait en 2000. Et déjà, le chef d'état-major pourrait remettre la même décoration aux soldats de l'armée du Sud-Liban. On regarde, on en parle juste après avec notre invité. Il aura fallu attendre 20 ans pour que l'armée israélienne et donc son chef d'état-major Aviv Kochavi reconnaissent la présence militaire israélienne au Sud-Liban, depuis l'opération Paix en Galilée en 1982 jusqu'au retrait en 2000 comme une opération militaire. 20 longues années que les soldats ayant pris part au combat dans cette zone attendaient d'être reconnus pour leur service à cette frontière nord. Ils vont d'ailleurs recevoir une décoration militaire. Le ministre de la Défense Benny Gantz a félicité cette décision. Lui, qui était devenu, un an avant la sortie de Tsahal du Sud-Liban, le commandant des troupes déployées sur place. J'ai servi au Liban pendant 22 ans et je connais personnellement la nature complexe et unique de servir dans ce secteur. Le sujet a été porté à mon attention lors de ma prise de fonction et je me suis assuré d'en faire la promotion avec le chef d'état-major de Tsahal. Des décès de combattants quasi quotidiens, une présence militaire au Sud-Liban très contestée en interne ont poussé le Premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, à entamer un retrait unilatéral en moins de 24 heures, le 24 mai 2000. Plus de 1000 soldats sont morts et plus de 3000 autres blessés pendant 18 ans de présence militaire de Tsahal au Sud-Liban. Et j'accueille sur ce plateau Joseph Boinich. Merci d'être avec nous. Vous pouvez donc enlever le masque. Pourquoi? Alors, je rappelle que vous êtes ancien combattant de la brigade d'infanterie Golani. Ouais. Vous avez combattu dans cette zone sécuritaire du Sud-Liban. Pourquoi vous êtes-vous battu avec tous vos frères d'armes pour que cette reconnaissance ait lieu? Pour que cette reconnaissance ait lieu, on ne va pas dire que je me suis battu. Il y a eu un mouvement général qui a été lancé par des anciens de la Khativat Golani qui ont commencé, ce mouvement a commencé à fonctionner sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Et progressivement, chacun a commencé à partager ses histoires. Une partie, certains, leur traumatisme, etc. Certains ont voulu un peu exprimer un peu ce qu'on va dire, le rejet, il y avait un sentiment certainement de rejet, c'était sous silence, etc. Et donc, c'en est venu qu'il y a de ça un peu plus d'1 an et demi que le ministère de la Défense ait commencé à revenir vers ces unités-là, vers ces anciens combattants. Pourquoi c'était important pour vous d'être décoré, d'être reconnu comme tel? Décoré, je sais pas. Reconnu, oui, parce que c'est... Au début, on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit pendant des années sans spécialement en parler, puisque personne plus ou moins n'en parle, ok ? L'occupation du Sud-Liban, ça a été mis quand même pas mal sous le tapis. On se voyait pas souvent. Moi-même, les gens de mon unité, pendant plusieurs années, on ne se voyait pas régulièrement, etc. Et oui, c'est important d'être... je pense que c'est bien que l'armée et que le pays et que le ministère de la Défense reconnaissent qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont fait un job difficile. Joseph Boinich, c'était un bourbier, le Sud-Liban. On disait d'ailleurs la phrase « on sait quand on y va, on ne sait pas si on en revient ». Est-ce que c'était ça? Ça dépendait des zones, mais oui, on peut dire que c'était ça, tout à fait. Le Sud-Liban, c'est, comme je le dis, le pays en lui-même, il est pastoral. Il peut se passer des semaines tout à fait normales, de patrouilles, d'opérations normales, etc. Et d'un coup, c'est la guérilla, d'un coup, c'est des tirs d'artillerie, c'est des tirs de roquettes. Alors on va voir, une Jeep. Justement, un extrait de votre témoignage au service du porte-parole de l'armée israélienne. Écoutez.
J'ai commencé alors à appeler mes officiers Sagi et Ronen et je leur ai dit qu'il y avait une ou deux cellules en route pour conquérir un avant-poste militaire. Nous ne savions pas lequel. Il y avait aussi un avant-poste de l'armée du Sud-Liban. On entend alors qu'il ne s'agit pas que d'une cellule, qu'il y a beaucoup de terroristes. On ne comprend même pas comment on est encore en vie. On regarde de partout. On regarde si nos amis vont bien. Joseph Boigny, vous avez perdu bien évidemment, malheureusement, des amis sur le terrain. Sur ce combat lui-même, on n'a pas eu de pertes. Au Liban, les pertes qui ont eu lieu, souvent c'était dans des moments où on ne s'y entendait pas. J'ai perdu un ami sur le retour, justement au moment où il devait rentrer chez lui, où il y a eu ce qu'on appelle une charge explosive artisanale. Non, ils ont essuyé un tir d'un coup de guérilla et il est mort à la frontière. Est-ce que dire que certains ont dit que cette décoration, c'est les parents qui l'a méritée et moins les soldats? Ah oui. Il est indéniable que les parents, l'État doit les remercier parce que de toute façon, en tant que parents, leurs enfants ont été au combat. Mais je pense que oui, la décoration doit concerner quand même les combattants. Les soldats eux-mêmes qui ont été là-bas. Vous vous souvenez ce que vous disiez vos parents à l'époque, au moment où vous mes parents étaient en France et pendant la première partie, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas les portables. On parle de 1900. Moi, j'ai fait mon service de 84 à 87. Donc en 87, il n'y avait pas vraiment de lien. C'était surtout les courriers. On attendait le courrier avec la censure, etc. Avec le temps que ça arrive. Mais inquiétude. Est-ce que c'est pour vous, ça sera ma dernière question, Joseph Boigny, une manière de refermer un chapitre de votre vie? Oui, certainement. Je ne sais pas si c'est refermer un chapitre, mais c'est agréable. C'est une manière un peu de rédemption, que ça soit reconnu. Ça donne une bouffée d'air un petit peu intérieure, de se dire qu'on n'a pas fait ça pour rien. Parce que c'était vraiment le sentiment qu'on a eu pendant ces dernières années où c'était sous silence, que de voir tout ce temps passé là-bas, sur une période de 3 ans, facilement 1 an de Liban, des périodes de 3 mois, et des nuits entières à faire des opérations, sans sommeil, etc. Et après, au bout du compte, personne n'en parle. Donc, quelque part, je pense que c'est bien. C'est un chapitre. Un chapitre qui s'ouvre pour l'histoire et un chapitre personnel qui se ferme. Merci beaucoup, Joseph Boigny, d'avoir été avec nous. Témoignage humain, personnel, d'un ancien soldat au Sud-Liban. Merci à vous. Merci. Au revoir. Plus de 300 caméras de surveillance dans la vieille ville de Jérusalem, des centaines d'autres à Times Square. Ces caméras font partie de notre quotidien, essentielles pour notre sécurité. Leur omniprésence et surtout leur capacité technologique dérangent certains. Regardez, on en parle juste après. Dans la rue, au travail, sur nos téléphones portables et même dans les airs. Elles sont désormais partout, sans même parfois qu'on les remarque. Elles, ce sont ces caméras de vidéosurveillance. L'objectif, réaliser des prises de vue animées et filmer les gestes et déplacements. Des outils qui sont de plus en plus utilisés sur presque tous les continents. La plupart du temps à des fins sécuritaires afin de protéger des biens et des personnes. En tête, la Chine est le pays qui utilise le plus ces caméras de vidéosurveillance, et ce, depuis 2008, et l'instauration des caméras à reconnaissance faciale. Au total, plus de 400 millions sont ainsi disposés dans tout le pays, dans les rues, les gares, les bus ou même dans les taxis. Et Pékin s'est même fixé un objectif, devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030, avec un budget annuel de plus de 60 milliards de dollars. Israël fait aussi figure de pionnier en matière d'intelligence artificielle. Aux États-Unis, plus de la moitié des Américains figureraient dans une base de données de reconnaissance faciale. Du côté de la France, si le pays interdit la reconnaissance faciale sur la voie publique, certaines expérimentations sont malgré tout en cours à Nice et à Paris. Dans certaines gares d'Allemagne et des villes du Royaume-Uni se trouvent également des caméras à reconnaissance faciale.
Et j'ai le plaisir de recevoir deux invités du concept Haku. On va en parler dans un instant. D'abord, vous êtes le fondateur Frédéric Najman, fondateur et penseur de cette start-up. Et vous, Méné, pour des raisons de sécurité, on ne va pas dire votre nom. Vous êtes un ancien cadre du Mossad et vous apportez justement votre savoir-faire, votre expérience à Frédéric. D'abord, le concept, Frédéric, de Haku. Alors Haku, c'est en quelque sorte un peu le Uber de la vidéosurveillance. On a voulu apporter au plus grand nombre l'expertise de la sécurité en créant une forme de place de marché où on va utiliser une couche d'intelligence artificielle qui va déjà énormément filtrer l'information et faire sur la vidéosurveillance, et une équipe humaine qui peut être sourcée potentiellement dans le monde entier et qui va travailler. Donc on a le meilleur de l'intelligence artificielle et le meilleur de l'intelligence humaine pour porter une solution qui est beaucoup plus flexible et beaucoup plus accessible à tous. Les Israéliens l'ont compris, c'est-à-dire que pour être en sécurité, il faut être filmé. Comment expliquer cela au grand public ? Alors, les Israéliens ont compris parce que c'était une nécessité. Les Chinois, par exemple, on ne leur a pas demandé de comprendre, on leur a imposé. Ce qui est clair, c'est qu'en Occident, on ne peut pas avoir cette approche-là. Les Occidentaux ne sont pas des Israéliens et ne sont pas des Chinois. Et je crois que la pédagogie est importante, mais aussi, surtout, le premier frein souvent est le respect de la vie privée. Et là, il y a une espèce de fantasme énorme aussi. Je pense que les écrits d'Isaac Asimov ou de ce 1984, etc., ont laissé des traces. George Orwell ont laissé des traces. Et je crois qu'on a une pédagogie aussi à faire, de rassurer les gens et de leur expliquer. Et dans tous les cas, la sécurité devient un sujet tellement prépondérant. Méné, vous avez baigné justement dans le monde de la sécurité, mais très précis. Comment apporter cette sécurité au grand public? Comment inculquer cette sécurité? Est-ce que surtout les caméras de surveillance font partie du monde de la gestion de crise? Bien sûr que le sujet de la sécurité, pour faire un bon travail, il faut avoir beaucoup d'informations. Dans la technologie, nous recevons l'information nécessaire, ça nous permet de développer mieux le système de sécurité. Et on doit, avec cette technologie, on aide les gens qui font la sécurité à savoir mieux quelles sont les choses qu'ils doivent faire. Bien sûr que ce système avec Haku, ça permet de donner la sécurité à presque tout le monde, très simple, donc c'est ce que, et à la fin, ils ont besoin de la sécurité, ils ne vont pas hésiter de prendre ce service. Donc ça veut dire que vous ne ciblez pas les grandes firmes, les grands centres d'infrastructures qui sont déjà ciblés, mais plutôt ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sécurisés. Dans le Haku, on a créé un système dont on a la possibilité de faire sécurité faite à mesure. Ça veut dire pour quelqu'un qui a besoin d'un magazine de retail, ils vont avoir un système de travail. Mais dans une maison, il y a une autre possibilité qu'on peut donner. Et normalement, dans la sécurité, on peut dire deux aspects. Un, c'est ce qu'on appelle en hébreu bitachon, et on a aussi betichut. C'est-à-dire la sécurité et la sûreté. Sécurité et sûreté, ou security and safety. Ici, avec ça, on peut donner soit aider un grand magasin à regarder qu'il n'y a pas le shoplifting, et aussi on peut aider une maison à savoir que les parents anciens sont bien, que les enfants sont bien, et qu'on peut faire aussi un service, qu'il n'y a pas un incendie et subitement on peut donner une réponse. Pour cette raison, ça donne la possibilité à tout le monde d'avoir la sécurité très accessible et très simple. Une question subsidiaire, ça peut aussi jouer des tours aux agents éventuellement des renseignements extérieurs qui sont filmés eux aussi. Comme notamment, on se souvient de l'époque de Mahmoud. Je pense qu'un service de sécurité, ils vont savoir surmonter ce type d'obstacles. Ça veut dire, et la sécurité qu'on donne, c'est une sécurité populaire, c'est une sécurité qu'on peut donner aux gens la responsabilité de leur sécurité. Ça veut dire le faire participer, savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. J'essayais de travailler
avec des volontaires, des gens qui veulent participer dans la sécurité. Avec ce système, on peut leur donner l'information nécessaire pour savoir comment améliorer leur sécurité. Ce n'est plus Frédéric Najman, Big Brother is watching you, c'est I'm watching myself. Je suis en train de me voir plutôt. Pourquoi, d'ailleurs, la reconnaissance faciale fait peur au monde occidental ? Alors, comme je disais tout à l'heure, déjà, je pense qu'il y a clairement un fantasme. Je pense que ça touche aussi à l'intime. On parle de physique, donc ça touche à l'intime. Je crois que ce qui fait peur, au final, c'est pas l'intelligence artificielle, puisque on va mettre la reconnaissance faciale dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle d'une manière générale, mais c'est ce qu'on pourrait en faire. Et je crois que là où on a un travail à faire, et c'est aussi notre approche d'Aku, de dire attention, on va décentraliser aussi l'information, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'information, on parlait des Chinois, mais c'est valable pour même les sociétés privées de vidéosurveillance, tous les flux de vidéosurveillance arrivent au même endroit. Nous, dans notre cas, c'est pas ça. On a diffusé l'information, presque la blockchain humaine, si ça vous parle, et justement pour rassurer que toute l'information n'arrive pas au même endroit, et donc cette reconnaissance faciale, finalement, elle est disséminée. Et je pense le Made in Israël plaît dans le monde de la caméra je crois que l'image et le tampon d'Israël est énorme dans et la high-tech et évidemment la sécurité. Et c'est là où on rencontre quand même un certain succès et surtout une expertise. Et on a énormément de projets ici en Israël autour de la reconnaissance faciale, mais pas que forcément dans la sécurité. Vous pouvez l'utiliser dans le retail, dans les magasins, dans plein de choses. Ça va rendre énormément de services. Et d'une manière générale, l'intelligence artificielle rendra énormément de services dans énormément de domaines, pas que dans la sécurité. Il faut l'utiliser avec éthique, sinon il va avoir un rejet de la population. C'est évident, ça va finir par arriver. Et tout ce qu'on aura essayé de mettre en place pour sécuriser les gens vont être rejetés. Moi, je vois, on travaille aujourd'hui avec des municipalités en France. On a un vrai sujet dans les conseils municipaux de rassurer la population, parce que si la population rejette les dispositifs de vidéosurveillance, quelque part, ce que vous disiez au début, ils rejettent toute leur sécurité. Donc il faut être capable de se positionner. Je trouve qu'en Israël, on a un mouvement de tech for good et il faut savoir l'assumer. Merci beaucoup, Méné. Merci beaucoup, Frédéric Najman. D'ailleurs, la municipalité de Nice, effectivement, ont utilisé ces caméras de surveillance, ce qui a permis également de voir la manière dont les policiers municipaux ont opéré pendant le dernier attentat dans la ville. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et voilà, cette émission est terminée, touche à sa fin. Merci à toute l'équipe d'avoir participé justement à cette réalisation. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau sur Défense.